Anne Maltais. Depuis 14 ans, elle travaille en partenariat étroit avec les industries de l'emballage et de l'agroalimentaire, entre autres au développement de solutions innovantes pour augmenter la durée de vie des produits et réduire l'impact environnemental des emballages. Elle travaille aussi à diffuser les connaissances en emballage éco-responsable auprès des industries et des consommateurs. Mais aujourd'hui, on va se concentrer un peu sur les produits de la mer et quelles sont les opportunités d'emballage. On sait que les produits de la mer, c'est des produits qui sont de grande valeur commerciale, coûts d'exploitation, coûts de transformation, les barrières tarifaires, les nouveaux éléments qu'on rencontre avec nos amis américains, entre autres tout ce qui est saisonnalité et les facteurs environnementaux. Et également, la haute périssabilité fait en sorte que c'est des produits qui sont à haute valeur et que l'on doit prendre soin. C'est certain que dès qu'on exploite le produit de la mer, c'est toujours une course contre la montre. Contamination élevée, pH neutre, teneur en eau qui est élevée. La présence d'enzymes aussi fait en sorte qu'on veut stabiliser notre produit le plus rapidement possible. Il y a plusieurs façons. On en a parlé ce matin de pasteurisation, entre autres, que tout ce qui est réfrigération, congélation, surgélation. Les procédés de séchage, saumurage également font partie de cela. Et il ne faut pas oublier tout ce qui est emballage et conditionnement. Donc, dans certains cas, ça s'y prête vraiment bien dans le sens qu'on peut appliquer des conditionnements sous vide, par exemple, ou sous atmosphère modifiée qui vont faire en sorte que le produit va se conserver plus longtemps sur les tablettes et avoir une meilleure qualité au bout de la ligne. Je voulais parler d'un cas particulier, entre autres, qui est important à mentionner dans le cas du saumon fumé. La réglementation au Québec et au Canada et partout dans le monde, dans le fond, fait en sorte qu'on doit utiliser des emballages particuliers qui fait en sorte que Clostridium botulinum, qui est une bactérie toxique qui peut être même mortelle là, pour l'humain, donc c'est un emballage que l'on doit utiliser pour le saumon fumé qui est réfrigéré. On doit utiliser une perméabilité à l'oxygène assez élevée pour faire en sorte que l'oxygène va toujours être présent en petite quantité du moins dans l'emballage et éviter que Clostridium botulinum se développe parce qu'il se développe en l'absence d'oxygène. Donc ça, c'est des analyses que nous, on peut faire à l'INTEGA pour s'assurer que l'emballage est évidemment conforme à cette norme-là. Ensuite, les produits de la mer ont plusieurs types d'emballage parce qu'ils sont vendus sur différentes formes. Que ce soit la barquette operculée, par exemple, avec ou sans atmosphère modifiée, que ce soit la barquette simple avec un film étirable, les conserves vraiment de toute forme que l'on retrouve sur le marché. Le sous-vide, aussi c'est de toute forme, que ce soit un sac, que ce soit une pellicule. Tous les produits de niche comme les boîtes de carton, les boîtes de bois, entre autres, qu'on retrouve pour les huîtres. Puis ensuite, on retrouve les sacs de toute forme, stand-up pouch ou les sacs multicouches, par exemple, pour les produits congelés. Et le skin pack, qui est une sorte aussi également de film sous vide, mais un petit peu plus haut de gamme, là, avec un film qui permet de vraiment bien épouser le produit. C'est tous des emballages que l'on retrouve sur le marché. Dans tous ces cas-là, l'emballage a 3 fonctions principales. Fonction technique, veut conserver le produit. Fonction logistique, donc pour le transport, pour l'entreposage, le protéger. Et des fonctions, évidemment, marketing, c'est-à-dire qu'on veut communiquer quel produit on vend. Et puis, ça, c'est un autre élément important. Depuis quelques années, l'emballage, comme vous le savez, a quand même mauvaise presse. Et c'est pourquoi, maintenant, on implique beaucoup les fonctions environnementales aussi dans l'emballage. Donc, maintenant, l'éco-responsabilité est au cœur des stratégies d'emballage, avec raison. Les gens voient des emballages dans les océans, ça choque l'œil, ça rend les gens un peu fâchés contre toute cette accumulation de déchets-là et veulent avoir des actions qui sont concrètes par rapport à la façon d'emballer les produits. Les transformateurs, les gens qui produisent les produits alimentaires, veulent avoir des informations, comment rendre leur emballage plus éco-responsable. Et c'est là que l'ITEGA, les gens du réseau peuvent les aider à ce point-là. À l'ITEGA, nous, on a un graphique que l'on présente souvent qui est le suivant. En fait, pour assurer la fonction numéro 1 de l'emballage, qui est conserver l'intégrité du produit. On veut le conserver, faire en sorte que le consommateur puisse le consommer à l'autre bout de la chaîne. Quand on a un emballage qui est trop peu présent, c'est-à-dire qui se tient avec très peu de quantité d'emballage ou de volume d'emballage, l'impact environnemental peut être élevé dans le sens que si on a par exemple une salade qui est vendue en vrac ou qu'on a des œufs qui sont mal emballés, ça va faire en sorte qu'il va y avoir des bris ou qu'il va y avoir une conservation qui ne sera pas bonne. À l'autre opposé, quand on a trop d'emballage, c'est pas mieux non plus parce que souvent ça crée des aberrations d'emballage, suremballage. Puis ça va faire une image de marque qui est vraiment pas très, très bonne aussi au niveau
du marché. Se fier seulement aux tendances et aux pressions des consommateurs. Vous avez probablement entendu parler des événements de plastic attack, des manifestations, des tendances, par exemple, sur certains emballages compostables et tout ça. C'est quelque chose qu'il faut prendre en considération parce qu'au bout du compte, notre consommateur, c'est lui qui va acheter des produits. Mais il faut aussi se prendre sur des bases plus solides, des bases scientifiques, par exemple, pour faire les choix judicieux d'un emballage. Ensuite, on pourrait tenter aussi de minimiser l'emballage primaire, donc celui-là qui est en contact direct avec l'aliment, pour faire en sorte qu'on minimise aux yeux du consommateur cet emballage-là, mais qu'on doit augmenter l'emballage secondaire. Donc, on appelle ça un transfert d'impact. C'est pas nécessairement mieux au niveau de l'environnement. D'un autre côté, les bons réflexes, qu'est-ce qu'ils sont? C'est de faire un diagnostic de l'emballage actuel. Est-ce qu'il y a des choses qui nous sautent aux yeux quand on a un produit? Par exemple, est-ce qu'il est possible d'éliminer juste un élément ou réduire certaines choses de notre emballage actuel pour faire quelque chose de mieux? Aussi, on peut baser ses décisions sur des analyses de cycle de vie, qui est à ce moment-ci l'outil le plus efficace, le plus performant pour faire un choix éclairé en termes d'éco-responsabilité. Ça prend en considération finalement tout ce qui est énergie utilisée de l'extraction de la matière première, autant pour l'aliment que pour l'emballage, jusqu'à la production, la consommation et la fin de vie. Il faut aussi prendre en considération les réglementations en vigueur. Par exemple, la responsabilité élargie des producteurs, tout ce qui est consigne, également les emballages à usage unique. Là, au Canada, il y a certaines normes qui sont sorties. Il y a certains objectifs aussi à court terme qui sont établis, par exemple, au niveau de l'utilisation de matières recyclées. Donc, c'est sûr que si on fait un développement d'emballage, il vaut mieux voir un petit peu en avance pour s'assurer qu'on va satisfaire à ces normes-là. Puis, un autre bon réflexe, c'est de faire appel aux stratégies d'éco-conception qui sont reconnues. Donc, au niveau de la réduction, de la conception optimisée, c'est là où l'ITEGA, entre autres, peut aider les entreprises à trouver des solutions qui sont plus efficaces. Au niveau de l'approvisionnement aussi, et de la recyclabilité et la gestion de la fin de vie. En termes de stratégie, c'est aussi important d'inclure dans chacun des cas la communication, parce que souvent, les modifications ne seront pas perceptibles à l'œil nu, donc il faut qu'on engage notre consommateur, qu'on lui démontre c'est quoi l'impact qui a été fait sur l'emballage. Maintenant, quelques solutions. J'ai pas de solution parfaite, j'ai pas d'emballage parfait. L'éco-responsabilité, l'éco-conception, c'est des solutions qui s'adaptent aux valeurs d'entreprise, qui s'adaptent à chacun des produits. C'est quoi notre groupe cible? Donc, c'est vraiment des grandes lignes pour aider les transformateurs à choisir des bonnes solutions. Au niveau de l'éco-conception, via la réduction et l'optimisation, c'est sûr qu'on veut optimiser la conservation. Je l'ai dit, dans le fond, on veut réduire le gaspillage au minimum pour éviter d'augmenter son empreinte environnementale. Ensuite, on veut aussi optimiser le ratio emballage-produit. C'est-à-dire qu'on veut, par exemple, réduire l'épaisseur d'un film d'emballage ou d'une barquette qui va faire en sorte que ça va être moins pesant. On peut revoir aussi les formats, réduire le ratio surface-volume. Donc, souvent, ça se fait via grossir des portions, un peu des proportions d'emballage. Et utiliser des matériaux plus légers. Par exemple, si on utilise du verre, qui est quand même recyclable, mais qui est très pesant, après ça, au niveau du transport et tout ça, il va y avoir des coûts environnementaux qui vont être impliqués. Évidemment, on peut travailler aussi sur le patron de palettisation de façon à le maximiser, puis retirer, par exemple, certaines composantes d'emballage qui sont non essentielles. Par exemple, dans le saumon fumé, il y a certaines composantes comme la cartonnette à l'intérieur. Est-ce qu'elle est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on peut la remplacer par quelque chose qui est moins exigeant au niveau environnemental? Au niveau de l'approvisionnement, là, c'est vraiment l'apanage du contenu recyclé. On veut inclure tout ce qui est résine de post-consommation et qui a été réutilisé pour en fabriquer de nouvelles. Que l'on parle, par exemple, du RPET, qui est un plastique, ou du carton. Donc, c'est des éléments qui sont à considérer et puis qui sont aussi bien vus là, au niveau de la qualité de la récupération au Québec. Évidemment, on peut aussi décider de choisir des fournisseurs qui sont locaux, travailler avec des certifications qui sont connues et non pas avec des certifications qui ne tiennent pas la route finalement. Puis utiliser des matières qui sont locales. Je donne souvent l'exemple, par exemple, d'une barquette en carton. Si on a le choix entre une barquette en bagasse, qui est un sous-produit de la canne à sucre qui ne pousse pas au Québec, versus une barquette en papier recyclé au Québec, c'est sûr qu'au niveau de l'approvisionnement, au niveau des coûts de transport, déjà là, on va sauver un peu au niveau de l'éco-responsabilité. Puis aussi éviter les matériaux et les substances qui sont potentiellement toxiques, autant pour l'humain que pour l'environnement.
Maintenant, au niveau de la gestion de fin de vie et de la recyclabilité, ben, on évite tout ce qui est multicouche. On essaie de prioriser les emballages qui ont un seul type de matière. On minimise les encres, les plastiques, les étiquettes avec un matériel qui est différent aussi. Donc, c'est des choses que l'on peut faire. Et puis, concevoir notre produit aussi pour faire en sorte que la fin de vie, on puisse séparer les constituants, par exemple, pour qu'ils soient dans les bons bacs de récupération. Prioriser les matériaux qui sont facilement recyclables au Québec, PET, PE, aluminium, entre autres. Et favoriser la recyclabilité au profit de la compostabilité au Québec. On sait que présentement, c'est vraiment la voie qui est privilégiée par les instances. Donc voilà, quelques ressources. Je vous invite à aller voir au niveau de notre site web. À l'ITEGA, on a lancé en 2023 le guide de l'emballage éco-responsable au Québec qui contient des informations par rapport à ce que je viens de présenter, mais aussi un petit peu plus là, dans ce domaine-là. Aussi, Éco-entreprises Québec ont mis en ligne des lignes directrices d'éco-conception et de recyclabilité pour les gens qui transforment les aliments et qui utilisent les emballages. Ensuite, les règles d'or de conception des emballages plastiques est une autre source intéressante d'informations pour les transformateurs. Et je voulais pas partir sans parler du programme Éco-emballage plus du Fonds d'action québécois pour le développement durable au Québec. C'est de l'argent qui est disponible pour vous, pour les transformateurs, pour faire en sorte que votre emballage devienne plus éco-responsable. Donc, ça donne accès à des gens comme l'ITEGA, mais d'autres personnes aussi qui gravitent dans le milieu et qui peuvent vraiment aider les transformateurs à trouver des solutions concrètes pour améliorer l'éco-responsabilité des emballages. Merci. Merci.